Bonjour, je suis le docteur Florence Trémolière, je suis endocrinologue et je dirige le centre de ménopause qui est situé au CHU de Toulouse. Donc nous allons aborder dans ce cours la problématique du dépistage de l'ostéoporose au moment de la ménopause. L'ostéoporose, donc dans sa forme post-ménopausique, c'est une maladie systémique du squelette qui est caractérisée par une diminution de sa solidité qui va être responsable d'un risque accru de fracture. Quelle est la problématique du dépistage du risque fracturaire et donc de l'ostéoporose en début de ménopause? Globalement, on va être confronté à deux situations cliniques totalement différentes. Des femmes qui vont déjà arriver à la ménopause avec déjà un risque fracturaire élevé. Heureusement, la prévalence de ces femmes est relativement faible. Ce sont des femmes qui ont eu des maladies qui ont altéré leur squelette. Ce sont des femmes qui, pour des raisons très souvent génétiques, arrivent avec la ménopause avec déjà un capital osseux très bas. En fait, la grande majorité des femmes qui vont aborder la ménopause sont des femmes qui sont à risque faible ou à risque modéré. Et ce sont finalement ces femmes-là qui vont être les plus intéressantes à dépister, surtout dans l'optique de l'utilisation du traitement hormonal en prévention de l'ostéoporose. Donc leur prévalence est relativement importante, elles ont peu ou pas de facteurs de risque de fracture et leur capital osseux est peu ou pas diminué. Lorsqu'on évalue la prévalence des fractures dans les 10 à 15 premières années de la ménopause, on s'aperçoit que ces fractures intéressent plutôt des sites considérés comme des sites mineurs, par exemple le poignet, la cheville, les vertèbres, et les fractures majeures qui sont caractéristiques et qui font toute la gravité de l'ostéoporose, comme les fractures du col du fémur, vont survenir beaucoup plus tardivement. Donc ce que l'on va avant tout chercher à identifier, ce sont les femmes qui vont avoir un impact de la carence œstrogénique sur le tissu osseux et qui sont les plus à risque de développer ces fractures, c'est-à-dire fracture du poignet ou fracture des chevilles, voire fracture des vertèbres dans les 10 à 15 premières années de la ménopause. De quels critères allons-nous nous servir pour faire ce dépistage? Vous avez 3 critères majeurs. L'âge, et on va voir que l'âge est un facteur essentiel qui conditionne le risque fracturaire après la ménopause. Le fait d'avoir déjà fait des fractures, particulièrement après l'âge de 40 ans. C'est un élément très important qui également témoigne déjà de la solidité osseuse. Et puis la pierre angulaire de ce dépistage, et ça on va en reparler dans un instant, c'est la mesure de la densité minérale osseuse par une technique de densitométrie osseuse que l'on appelle l'absorptiométrie biphotonique à rayon X ou DXA. Alors l'âge est un facteur fondamental de ce risque de fracture. À niveau de capital minéral osseux équivalent, tout facteur de risque équivalent par ailleurs, le fait de progresser en âge va augmenter ce risque de fracture. Et on considère globalement que ce risque va doubler par tranche d'âge de 10 ans après la ménopause. C'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique, où lorsqu'on se base sur la définition densitométrique de l'ostéoporose, qui est un T-score à moins 2,5, vous pouvez voir que le risque de faire une fracture lorsqu'on a un T-score à moins 2,5 à 50 ans est totalement différent et beaucoup plus faible que le risque de fracture que vous avez lorsque vous avez ce même T-score inférieur à moins 2,5 mais que vous avez 60, 70 ans ou 80 ans. Le deuxième facteur de risque qu'il va falloir identifier, c'est justement le fait d'avoir fait déjà une fracture par fragilité et particulièrement si cette fracture intéresse un site majeur de l'ostéoporose. Sur ce graphique, vous verrez notamment que le fait de faire une première fracture vertébrale augmente de manière très importante le risque de faire une deuxième, une troisième fracture vertébrale. Souvent, ces fractures s'enchaînent dans la première année qui va suivre une première fracture vertébrale. C'est le risque, c'est ce que l'on appelle de faire une cascade fracturaire. Mais le fait d'avoir fait une fracture des vertèbres va également augmenter le risque de faire une fracture non vertébrale sur un autre site osseux que le site des vertèbres. Troisième élément qui est particulièrement important dans cette démarche de dépistage du risque fracturaire, c'est justement la mesure de la densité minérale osseuse. Et actuellement, même s'il reste encore une discussion sur les indications réelles de cet examen, il est indiscutable qu'il n'est pas possible de faire un dépistage correct du risque fracturaire après la ménopause si vous ne disposez pas d'une mesure de la densité minérale osseuse. Cette mesure, elle peut être obtenue par une technique
à rayon X, qui est une technique d'absorptiométrie biphotonique à rayon X, qui est une mesure non invasive, très peu irradiante. On peut le faire à des enfants, on peut le faire à des prématurés. L'irradiation qui est associée à cette technique de mesure est négligeable. C'est un examen que l'on peut répéter dans le temps pour suivre le capital minéral osseux. On dispose de plusieurs équipements qui permettent de faire cette mesure par absorptiométrie biphotonique. Vous avez deux grands types d'équipements qui permettent de faire cette mesure. Les appareils de la marque GE Lunar ou les appareils de la marque Hologic. Ces deux appareils permettent d'évaluer avec une très bonne sensibilité le capital minéral osseux. Il n'en demeure pas moins que pour des raisons de calibration, si on commence à faire une mesure sur un appareil, par exemple de la marque GE Lunar ou de la marque Hologic, il faudra par la suite toujours répéter les mesures avec le même système de mesure, dans la mesure où la calibration n'étant pas identique, vous ne pourriez pas sinon obtenir des résultats comparables. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que cette mesure de la densité osseuse par absorptiométrie biphotonique n'est pas une densité vraie. Vous n'avez pas une densité volumétrique. C'est une densité surfacique, c'est une densité qui est rapportée à la surface du site osseux qui va être mesuré, ce qui va impliquer un certain nombre de limites. Il va y avoir des limites qui sont liées à la taille de la pièce osseuse. Il va falloir prendre en compte un coefficient de correction par rapport à ce volume osseux, que l'os soit plus important, est un volume plus important que la normale, ou au contraire est un volume plus faible que la normale. Donc il y a ce que l'on appelle une dépendance par rapport à la taille des individus qui risque de modifier la valeur de T-score, la surestimer ou la sous-estimer. Également, comme c'est une densité surfacique, donc c'est une projection plane, eh bien, tous les éléments qui risquent d'être dans le champ de mesure vont pouvoir impacter la mesure. Par exemple, si au niveau du site vertébral, si vous avez une arthrose articulaire postérieure importante, cette arthrose articulaire postérieure va être prise en compte dans la mesure et donc va surestimer la mesure vraie de la densité minérale osseuse de la personne chez qui vous souhaitez avoir cette mesure. Le développement de cette technique de mesure, c'est-à-dire de l'absorptiométrie biphotonique à rayon X, a conduit à une définition opérationnelle de l'ostéoporose qui est basée sur la valeur de T-score. Et on considère que vous avez l'ostéoporose lorsque le T-score mesuré soit aux vertèbres, soit au fémur est inférieur à moins 2,5. Si votre T-score sur ces deux sites est supérieur à moins 1, vous avez un capital osseux normal. Et puis, il y a cette zone grise des T-scores entre moins 1 et moins 2,5 que l'on appelait avant l'ostéopénie. En fait, ce terme d'ostéopénie tend actuellement à être abandonné. On va dire que la densité minérale osseuse n'est pas strictement normale, tout en n'étant pas au seuil de l'ostéoporose. Mais vous voyez que cette zone, elle est relativement large, entre moins 1 et moins 2,5, et il est facile de comprendre que pour la même définition dite ostéopénie qui était utilisée il y a quelques années, votre risque de faire une fracture est tout à fait différent selon que vous ayez un T-score à moins 1,2 ou au contraire un T-score qui se rapproche du seuil de l'ostéoporose densitométrique, c'est-à-dire un T-score aux alentours de moins 2,3 ou de moins 2,4. Donc cette définition opérationnelle de l'ostéoporose, elle avait avant tout un objectif épidémiologique, c'est-à-dire qu'elle permet réellement de quantifier le capital osseux. Ce n'est pas pour autant qu'elle va constituer un seuil d'intervention thérapeutique. Et toute l'erreur serait de considérer que par la simple mesure densitométrique, par exemple, le fait d'avoir un T-score inférieur à moins 2,5 devrait automatiquement conduire à la mise en route d'un traitement de l'ostéoporose. Ce que l'on cherche avant tout, c'est de dépister les femmes à haut risque fracturaire. La mesure de la densité minérale osseuse est un élément très important dans cette démarche. Néanmoins, ce n'est pas le seul élément dont il va falloir tenir compte pour juger si une femme est à haut risque fracturaire ou au contraire à un risque fracturaire moindre. Et je vous ai déjà indiqué qu'à côté de la mesure de la densité minérale osseuse, l'âge et les antécédents de fracture sont également des éléments extrêmement importants à prendre en compte. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres facteurs de risque qui vont devoir être utilisés dans cette évaluation, par exemple le tabagisme, par exemple prendre un traitement qui entraîne une déminéralisation osseuse, et les plus habituels sont soit la corticothérapie systémique à partir du moment où elle est prolongée plus de 3 mois avec des posologies de plus de 7,5 mg d'équivalent prednisone,
Les anti-aromatases également, qui sont utilisés dans le traitement adjuvant du cancer du sein, sont des thérapeutiques qui déminéralisent le tissu osseux. Et donc, il va falloir prendre en compte tous ces facteurs de risque additionnels à partir d'une mesure donnée du capital minéral osseux pour juger ou non de l'augmentation du risque fracturaire dans les 10 années qui suivent le dépistage que vous faites. Donc en début de ménopause, on peut globalement dire que dans les 10 premières années de la ménopause, une femme sur 3 risque d'évoluer vers l'ostéoporose maladie, c'est-à-dire un T-score inférieur à moins 2,5, en particulier sur les sites vertébraux qui sont les sites les plus sensibles à la carence œstrogénique de la ménopause. Et on considère que dans les 10 premières années de la ménopause toujours, une femme sur 10 fera une fracture ostéoporotique. Et donc en tout début de ménopause, le dépistage de ces femmes qui vont faire ces fractures dans les 10 premières années et qui est donc relativement faible est assez difficile, beaucoup plus difficile de faire ce dépistage en début de ménopause que de le faire à 65 ans ou à 70 ans où on a souvent l'émergence d'autres facteurs de risque qui sont plus identifiables qu'en tout début de ménopause. Et donc le message à retenir en début de ménopause, c'est que les 3 facteurs essentiels qui conditionnent l'augmentation du risque fracturaire dans les 10 premières années de la ménopause, c'est un T-score abaissé et on considère que si le T-score, notamment le T-score vertébral, est inférieur à moins 2, le risque d'évoluer vers l'ostéoporose, voire les fractures dans les 10 premières années est plus important que si votre T-score est supérieur à moins 2. Le fait d'avoir déjà fait les fractures et également l'augmentation du remodelage osseux. Et on peut actuellement mesurer cette augmentation du remodelage osseux par des marqueurs biochimiques qui vont évaluer l'importance de la résorption osseuse, étant entendu que plus ces marqueurs sont élevés, plus la femme est dans une situation d'hyperrésorption osseuse, avec donc le risque à la fois d'avoir une perte osseuse rapide et d'avoir une destruction de la microarchitecture osseuse qui fait le lit de la fracture. En termes de seuil de T-score, donc je viens de vous dire qu'effectivement, lorsqu'on a un T-score qui est supérieur à moins 2, la probabilité d'évoluer vers l'ostéoporose dans les 10 ans qui suivent est inférieure à 10%. Donc quelque part, on va pouvoir rassurer notre patiente si son T-score, et notamment son T-score vertébral en début de ménopause, est supérieur à moins 2. A l'inverse, si vous avez un T-score inférieur à moins 2, c'est dans cette situation qu'il va falloir tenir compte des autres facteurs de risque pour juger ou non de la pertinence de mettre en œuvre une politique de dépistage de ce risque d'ostéoporose. Et il est certain que dans ce cadre-là, l'utilisation du traitement hormonal va être l'outil essentiel, puisqu'on n'est pas dans une situation de haut risque fracturaire, on n'a pas l'ostéoporose, mais on est dans une situation où potentiellement il risque d'y avoir une dégradation rapide du capital minéral osseux dans les premières années de la ménopause. A l'inverse, pour la fracture en tant que telle, on est obligé de remonter nos seuils de T-score et on considère que la probabilité, une probabilité de moins de 10% de faire une fracture ostéoporotique, il faut se mettre sur des valeurs de T-score beaucoup plus élevées, aux alentours de moins 1,5, ce qui rend de ce fait beaucoup plus difficile la mise en œuvre de cette identification des femmes à risque de faire une fracture. Il n'en demeure pas moins que si déjà on limitait l'impact de la carence œstrogénique sur le tissu osseux chez les femmes qui abordent la ménopause avec déjà un capital osseux diminué, on pourrait diminuer le risque de faire une fracture ostéoporotique de l'ordre de 40 à 50% dans les 10 premières années de la ménopause. Donc en synthèse, l'identification des femmes à risque d'ostéoporose en début de ménopause est relativement difficile. Relativement difficile parce que la prévalence des fractures ostéoporotiques dans les 10 premières années de la ménopause est relativement faible. On a vu qu'il y avait à peu près une femme sur 10 qui allait faire une fracture liée à l'ostéoporose, que ces fractures intéressent plutôt des sites osseux mineurs, poignets, côtes, chevilles, vertèbres. Alors bien sûr, quand on est dans la situation de la fracture vertébrale, on est dans une situation de plus haut risque de fracture. Les éléments essentiels à ce dépistage sont la mesure de la densité minérale osseuse. Et on a vu que lorsqu'on aborde la ménopause avec un T-score, particulièrement sur le site vertébral inférieur à moins 2, c'est dans cette situation que le risque potentiel d'évoluer vers l'ostéoporose est le plus important. Particulièrement si on a d'autres facteurs de risque de fracture, et parmi ces facteurs de risque, un antécédent personnel de fracture est un élément important. Et enfin, on va pouvoir s'aider
lorsque la décision est difficile à prendre parce qu'il y a peu de facteurs cliniques de risque de fracture ou que la densité osseuse est peu diminuée, du dosage du CTX plasmatique, c'est-à-dire d'un marqueur de la résorption osseuse, qui plus il est élevé, plus c'est le témoin de l'impact de la carence oestrogénique sur le tissu osseux et donc de son impact délétère en termes de perte osseuse et en termes d'altération de la microarchitecture osseuse qui vont faire le lit de la fracture ostéoporotique.